Merci beaucoup Merci pour ce, beaucoup, hein. C'est pour ce gros vraiment bien. travail. Mais ce gros travail, merci. Voilà, donc bien Merci. sûr, vous trouverez tout ça dans OVNI nucléaire, hein, notre ouvrage avec Didier Gomez, avec quelques éléments voilà, un petit peu plus récents. Voilà, alors après, il y a de l'actualité aussi, hein, si vous souhaitez Euh, en parler. Stéphane, je voudrais que tu Oui, profites de cet instant pour faire ton annonce. Et ensuite, oui, on va attaquer les questions-réponses. voilà. Alors, tu fais bien de le rappeler, effectivement. Donc, il y a un événement qui a lieu les 23 et 24 mai de cette année à la Turballe, donc en Bretagne, en Loire-Atlantique. Donc, ça s'appelle Festovni. Et pendant donc ce week-end, hein, le samedi et le dimanche, il y aura donc un certain nombre de conférenciers, dont je serai, voilà, qui vont intervenir. Je sais qu'il n'y a plus de place par contre. Mais en tout cas, moi, je serai présent et je ferai une conférence sur le lien entre science-fiction et OVNI. Et pour ceux qui seront, vous verrez qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments très intéressants sur le sujet. Voilà. Merci. Bon, maintenant, messieurs, dames, vous pouvez ouvrir J'ai une, si vous voulez poser une question, vous pouvez ouvrir votre j'ai micro. une, Mais, j'ai une question très importante. Vous êtes un spécialiste des ovnis et du nucléaire et il y a beaucoup de faits avec des rayons. Et Mhm. j'aimerais savoir aussi, est-ce que vous avez étudié aussi concernant la guérison par des ovnis sur les humains? Alors, votre question est intéressante, effectivement. Alors, je ne l'ai pas fait parce que ça nous emmenait trop loin. Par contre, vous avez un livre que vous trouverez en français d'un ufologue américain qui s'appelle Preston Dennett, qui a écrit un livre sur le sujet, justement, qui s'appelle, je crois, Guérison extraterrestre, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ouais. ça. Voilà. C'est ça. Donc, je vous renvoie vers ce livre, hein. Je ne vais pas répéter ce qu'il a déjà fait, et certainement mieux que moi. Donc, voilà. Mais est-ce que pour vous, il y a un lien aussi par rapport au laser, mais qui sont plus petits par rapport à un humain qu'une centrale? Alors, de toute façon, il y a certainement eu des rayonnements qui sont intervenus pour soigner un certain nombre de malades, hein, effectivement, ça c'est certain. Dans le livre, je parle d'études qui ont été faites par des biologistes sur l'effet des rayonnements et notamment sur l'ADN humain. Et les biologistes disaient que, alors de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, l'effet des rayonnements sur l'organisme, enfin, pardon, sur la descendance humaine était sur 22 générations. Donc c'est énorme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sait en ufologie que des familles entières sont examinées, sont kidnappées par ces êtres sur des générations. Donc est-ce que justement ces êtres n'observeraient pas les effets, on va dire, des déformations de l'ADN par des rayonnements, et puis peut-être avant par peut-être de la pollution atmosphérique, les effets des gaz hein, pendant la première révolution et la deuxième révolution industrielle. Voilà, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, on a une étude comme ça sur le long terme de ces êtres qui kidnappent des familles entières de génération en génération. Donc, quand on fait le rapport avec justement les dires hein, de ces biologistes qui disent que les radiations peuvent nous affecter sur plusieurs générations, en termes de mutation, de peut-être modification de l'ADN, hein, est-ce que ces êtres, ces intelligences ne tenteraient pas justement d'observer les effets sur le long terme de tout cela? Voilà, j'ouvre la question. Merci alors, beaucoup. Merci. oui. Une Merci. autre- Oh là. Oui, allez-y, n'hésitez pas, lancez-vous. Sinon, je vais parler, hein. Bruno. Bah, moi, je voulais dire que c'était très intéressant. Bon, moi, j'ai appris pas mal de choses là, et bon, ça complète le. Ok. Merci Moi, beaucoup. je vais donner des exemples qui pourraient expliquer pourquoi des êtres. Alors, je vais pas, je sais pas si c'est des extraterrestres ou des terrestres inconnus ou d'autres forces, mais disons que des gens non conventionnels suivent nos, nos développements nucléaires. C'est que même les scientifiques au début n'étaient pas très sûrs d'eux et ont fait des bêtises. Je vais vous donner trois exemples rapides. Au moment de la première explosion atomique euh, près d'Alamogordo, la bombe Trinity, les scientifiques au début étaient
d'un seul coup se sont paniqués, se sont dit, et si jamais la bombe atomique enflammait l'atmosphère, enfin, quand je dis enflammait, c'est-à-dire provoquait des réactions nucléaires en chaîne dans l'atmosphère et détruisait complètement la Terre et toute vie sur Terre. Alors, ils ont refait leurs calculs et ils se sont aperçus qu'il y avait très peu de chances que non, non, on pouvait y aller. Ils y ont été, ils n'étaient pas fiers quand même. Plusieurs étaient jusqu'au bout, étaient pas fiers, mais ils y sont allés quand même. Et puis, on est vivant, donc c'est bien la preuve que les peurs étaient pas valables. Mais néanmoins, il y avait quand même des difficultés potentielles. Ensuite, deux autres cas dans le Pacifique. Les Américains ont fait claquer, alors je me souviens plus de l'année exacte, je crois que c'était en 62, 62, oui, une très grosse bombe thermonucléaire à 100 km d'altitude, enfin, très au-dessus de l'atmosphère. Et ça a provoqué quelque chose qui n'était pas du tout prévu, un gigantesque effet EMP, électromagnétique, et ça a fait sauter tous les disjoncteurs de l'île d'Hawaï, enfin, puisque ça avait été lancé dans le Pacifique, pas extrêmement loin d'Hawaï. Et puis ça avait bombardé les couches de Van Allen, vous savez, ces ceintures de radiation qui est autour de la Terre. Ça avait surchargé d'électrons de très haute vitesse, très haute puissance. Alors heureusement, à l'époque, c'était le tout début de l'ère spatiale. Donc au bout de quelques années, tout ça a disparu et il n'y a pas eu de dégâts. Mais on ferait la même chose à l'heure actuelle. Tous les satellites qui sont en orbite autour de la Terre seraient tous détruits. Hmm. Je voudrais Et puis le troisième cas, et puis j'en termine là. Euh, en, mi- Dans les années 50, on a fait sauter une bombe dans l'eau. Les Américains faisaient des expériences avec les bombes atomiques, qui s'appelait, je crois, Castle Bravo. Voilà, c'était le projet Castle Bravo. On a fait exploser une bombe dans l'eau et il s'est passé quelque chose de totalement imprévu. La bombe devait faire entre 4 et 5 mégatonnes, ce qui est déjà énorme. 4 ou 5 millions de tonnes de TNT. Eh ben, elle en a fait beaucoup plus. Elle a fait 15 mégatonnes et, et ça n'avait pas du tout été prévu. Ça a provoqué pas mal de dégâts, notamment ça a creusé un énorme cratère dans l'atoll où on a fait claquer la bombe. On a envoyé des déchets radioactifs sur tous les gens qui étaient aux alentours. Et puis ensuite, on s'est aperçu que les calculs avaient été tout à fait incorrects et qu'on avait oublié plusieurs phénomènes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc ça veut dire que nos scientifiques, ils maîtrisent pas tout, hein. Ils maîtrisent pas Ouais. tout, et c'est peut-être normal qu'on les contrôle. Voilà, j'en ai fini. Ouais, on joue à l'apprenti sorcier. Et juste rebondir sur ce que tu disais, il y a un certain nombre de messages d'abductés qui disent que nos visiteurs craignent que nous utilisions la bombe atomique à tort et à travers, parce que selon eux, alors il faut prendre ça au conditionnel, une bombe nucléaire, les explosions nucléaires sur notre planète pourraient avoir un effet potentiellement destructeur sur la leur. Il y a un effet qui est mal connu, voilà. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça fait partie des messages qui sont reçus et transmis par les abductés. Mais est-ce que justement, il n'y aurait pas une atteinte? Alors peut-être, on pourrait lancer l'hypothèse d'univers parallèle. Voilà, bon, ce sont des hypothèses, hein, j'en sais pas plus. Mais Exactement, tu as pourquoi pas? raison. S'il y a une Complètement. dévastation nucléaire dans une dimension, peut-être que les autres dimensions pourraient très bien être contaminées. Bien On sûr. pourrait subir ça, tout à fait. une une question. Quel est le pourcentage de petits gris par rapport aux observations avec des rencontres à R3 et le nucléaire? Ah, alors là, j'avoue que j'ai pas de chiffres en la matière, c'est difficile d'avoir des statistiques. Bon, une chose est sûre, c'est que les rares observations qui ont lieu d'humanoïdes en lien avec les centrales nucléaires, ou les sites militaires d'ailleurs, ce sont plutôt les individus de type gris, effectivement, type petit gris. Bon, à ma connaissance, il n'y a pas de statistiques sur le sujet. Pareil, une anecdote, la couverture du livre, au début, l'éditeur avait mis des boules lumineuses au-dessus de la centrale nucléaire là, en couverture. Et en fait, avec Didier, on lui avait demandé de mettre plutôt des triangles, parce que ce qui ressort des rapports, justement, sont plutôt des triangles qui sont observés plutôt au-dessus des centrales nucléaires. Même si je vous ai parlé tout à l'heure des centrales, comment ça s'appelle alors Pickering au Canada, dans l'Ontario, et puis Indian Point aux États-Unis lors de la vague, hein, effectivement, dans la vallée de l'Hudson, où on a vu toutes sortes d'engins, hein, des triangles, des espèces de boomerangs, des boules. Voilà, donc encore une fois, il y a un peu de tout, mais plutôt des triangles ou des objets en forme de boomerang qui ont été observés. Mais en même temps, ces intelligences peuvent avoir aussi différents appareils, pourquoi pas,
Peut-être qu'ils ont des fonctions différentes, comme chez nous, par exemple, un tracteur, une pelleteuse, un camion. Bon, voilà, qui sait. Et de Ok, je quelle vois que taille Marc-André généralement? De a quelle quelque taille chose à généralement? nous dire. Je lui donne la parole. Ouais, merci. Bon, merci pour la très bonne conf. Je voulais savoir si à Fukushima aussi, il y avait eu des survols d'OVNI. Oui, Alors, je te laisse alors parler. Fukushima, on le traite très rapidement dans le livre parce que oui, il y aurait eu des survols à mesure où il y a des témoins qui ont observé effectivement un certain nombre de choses. Alors le problème, c'est que on voit défiler des images sur Internet aujourd'hui, sur YouTube, où on voit des boules lumineuses, un certain nombre de choses. Le problème, c'est que on ne sait pas quel degré de crédibilité accorder à ces vidéos. C'est un peu délicat. Bon, donc on ne s'est pas trop avancé et surtout on n'a pas trop parlé de Fukushima parce que on n'a pas autant d'éléments que sur Tchernobyl avec le fameux rapport Lochak. Hein. On a 4 physiciens qui témoignent d'anomalies. On a des témoins, on a des photos, on a des témoignages dans la Pravda, les Izvestia. Donc on a un dossier solide, y compris au plan scientifique. Là, sur Fukushima, c'est un peu plus light, entre guillemets, c'est plus léger. Donc voilà pourquoi on n'en parle pas beaucoup. Mais effectivement, il y a des témoignages, c'est sûr. Moi, j'ai été témoin. Alors, j'étais pas à Fukushima, j'étais derrière mon écran et justement, je suivais cette affaire de catastrophe nucléaire en cours au Mhm. Japon. L'origine, c'est le tsunami qui a ravagé qui est passé par-dessus les murs de protection, qui a ravagé les centrales. Mhm. Et ensuite, à un moment, j'ai parfaitement vu, et ça, bon, vous me croyez ou vous ne me croyez pas, trois ovales au-dessus des réacteurs. Ça n'a pas duré longtemps, hein. Je les ai vus, et ensuite, c'est parti. Et je n'ai pas enregistré ces photos. J'aurais pu prendre une copie d'écran, mais je ne l'ai pas fait. Et voilà, mais elles ne plus Alors, pas. Et ensuite, alors, pardon. je n'ai jamais retrouvé ces photos. Moi, je les ai vues de mes yeux. Alors, ok, alors je rebondis sur ce que tu disais sur les ovales lumineux. Il se trouve qu'il y a, je ne sais plus, 2, 3 ans, j'avais rencontré un témoin à Paris qui avait vu des ovales lumineux, 3 ovales lumineux voler dans le ciel. Il était en compagnie de 2 de ses frères et il a filmé la chose. C'est-à-dire que, alors, il était en Auvergne et il a filmé dans le ciel 3 ovales lumineux qui ont traversé assez rapidement le ciel. Il y en a même eu plusieurs d'ailleurs. Donc, les images sont très difficiles à voir parce qu'il y avait peu de luminosité. Bon, c'est un téléphone portable qui datait déjà d'il y a quelques années. La qualité n'est pas optimum. Il faut vraiment bien regarder dans l'obscurité pour distinguer ces ovales lumineux qui passent. Après, en menant l'enquête, en recoupant sur une carte, etc., j'ai vu qu'il venait du nord vers le sud. Et ce qui est intéressant, c'est que ces ovales lumineux avaient survolé, me semble-t-il, les volcans d'Auvergne. Voilà, ils venaient peut-être de beaucoup plus au nord, hein, c'est possible. Et ce qui est intéressant, c'est que je m'étais aussi intéressé au rapport entre les volcans et les ovnis. Là aussi, il y a beaucoup à dire. J'y reviendrai peut-être un jour. Donc voilà. Donc c'est intéressant parce que tu vois, tu parlais d'ovales lumineux. Ces témoins ont aussi observé et même filmé des ovales lumineux. J'avais écrit à l'époque un petit article dans Lumière dans la nuit. Par contre, Jean-Louis a oublié de mettre des photos extraites du film. Donc c'est dommage. Mais en tout cas, voilà, juste pour rebondir sur cette histoire d'ovale lumineux. Ok. Alors, d'autres questions? Je vais les provoquer. Tiens, Philippe, notre Philippe, il dort. J'ai vu qu'il était présent, ouais. Je vois Oui, un éléphant là. c'était très complet. Et moi, j'ai une hypothèse, c'est les drones là. Est-ce que Mm. ça serait pas des drones fabriqués par les hommes et qui, en fait, une conscience arriverait à les manipuler, quoi, par la conscience? Bon, Pourquoi pas? alors, ça me semble un peu tiré par les cheveux comme hypothèse, parce que je pense qu'une Alors, est-ce que vous une m'entendez? intelligence venant d'ailleurs n'a pas forcément besoin de manipuler des drones humains. Ils peuvent en produire eux-mêmes, voire peut-être même mettre des espèces de leurres, hein, de drones fantômes, peut-être avoir une espèce de technologie supérieure à nos hologrammes, par exemple, hein, une sorte Vous de lumière m'entendez? solide quelque part. Qui, Oui. qui est-ce qui posait la question? J'ai pas vu. C'était Roger, non? Philippe, Moi, Philippe, Ah, c'est moi, Philippe. c'est Il y a RTL Philippe Roger. qui veut parler, ouais. Ouais.
Oui, c'est moi qui posais la Ouais, question. Voilà, bon, il me semble que j'ai répondu. Alors, Alors, est-ce que je n'arrive pas à réactiver la caméra? Désolé. Bon, c'est pas grave, Philippe. c'est pas grave, vas-y Philippe. Et alors, j'ai le cas d'un cas ufologique des années fin des années 70, début des années 80. C'est le cas dans le sud de la France où un gamin prenait des photos et euh, le père et la mère de ce gamin ont aussi témoigné qu'ils avaient vu certaines choses au moment de la prise de Polaroid, notamment de sortes de nuages bleutés et d'engins. Et la grand-mère de ce gamin, à un moment, euh, en effet, est venue courant du jardin de la demeure en criant et parce qu'en fait, au-dessus d'elle, il y avait un phénomène ovni de type cigare qui passait. Et il faut savoir que le père de famille de ce gamin, travaillait dans le nucléaire. Ouais, D'accord, intéressant. d'accord. Ok, merci de ton témoignage. Sachant que j'ai pu interroger moi-même le papa et la maman en entretien, j'ai enregistré l'entretien. D'accord. Merci de couper votre micro si vous ne participez pas à la discussion. Bon, en tout cas, on en reparlera, Philippe, en privé. C'est intéressant, ça. Ok, Ouais. très bien. Bien. Je sais pas s'il y a d'autres j'aurais une petite questions. question. Je sais pas si vous D'autres m'entendez. questions? Oui, oui. Allez-y. C'est Philippe Laravendi. Je voudrais savoir si vous avez eu des cas, des retours d'observation dans l'Essonne il y a une dizaine d'années. Moi, je vis à Breuillé, près du CEA de Bruyères-le-Châtel. Et avec mon fils, je rentrais du judo vers 20h30. Et on Mhm. a vu ce truc-là dans le ciel, au-dessus du moulin. On a été complètement sidérés, quoi. Vous Alors, avez jamais eu de retour par là? alors, quand vous dites ce truc-là, vous faites allusion à quoi? C'est avec quelle forme? Alors, il était de profil. Ça ressemblait à un gros trapèze. Et Hmm. alors, il n'y avait pas de lumière blanche, mais il y avait une grosse lumière rouge en dessous. Et au début, avec mon D'accord. fils, on a cru que c'était un avion qui tombait. Et Mhm. en fin de compte, ça a avancé très lentement. C'est sorti du village et c'est parti vers Étampes. On l'a D'accord. suivi un petit peu dans les routes, mais après, à travers la forêt, je pouvais plus le suivre, quoi. Ok. Alors, ça, non, je n'en avais pas entendu parler. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que dans l'Essonne, il y a la base de Taverny, dans laquelle on situe Non, des observations de triangles. non, Taverny, c'est pas dans l'Essonne. Ah, Non, non, C'est pardon, non, dans le Val d'Oise. c'est c'est Saclay l'Oise. plutôt. Saclay, Oui, ouais. oui. Oui, Et oui, à non, c'est Moi, Saclay, je vous... c'est une Ouais, base ouais, ouais. nucléaire très C'est importante. ça. oui, oui, Et tout moi, à fait. près de chez nous, si vous voulez, à Bruyères-le-Châtel, il y a le CEA, qui est Oui, à quoi? Qui est à d'accord. 4-5 kilomètres à peine. Mhm. Ouais, Alors, j'en parlais tout à l'heure du CEA en disant qu'il y a eu des survols. ouais, Effectivement, je ne suis pas entré dans les détails, mais bien sûr qu'il y en a eu. Alors, des cas récents, pas forcément, mais en même temps, il y a de nombreux témoins, donc il faut que les témoins se manifestent. ouais. Voilà, donc c'est intéressant que vous puissiez en parler. Vous en avez déjà témoigné dans Lumière dans la nuit ou auprès de quelqu'un d'autre? Non, non, Lumière dans la nuit, c'était encore autre chose. À l'époque, j'avais téléphoné à, je sais plus comment il s'appelle, celui enfin, il est décédé. Ah oui. Mais j'avais fait une autre observation, mais à l'époque, c'était dans l'Aude, en vacances. Et là, j'avais vu un truc de dingue, quoi. Je m'étais même renseigné auprès de la gendarmerie, mais j'avais peur de Mhm. passer pour un fou, pour un fada, contre que j'ai rien dit, quoi. Je comprends. Alors ça, c'est encore l'éternel problème des témoins qui ne veulent pas parler de ce qu'ils ont vu, de peur C'est du ça, ouais. ridicule, d'être moqués, etc. Bon, malheureusement, ça fait 70 à 80 ans que ça dure, donc c'est dommage. Faut en parler justement sous le sceau du secret, de la confidentialité, aux ufologues, aux chercheurs. Vous avez quelques-uns en ligne, hein. Voilà, donc n'hésitez pas à faire connaître votre témoignage. On respectera votre anonymat. L'idée, c'est d'enquêter. Et, vous savez, c'est à force de collecter les témoignages qu'on arrive à faire Oui, je sais, ressortir ouais. certains éléments, donc tels qu'on a dans le livre, hein, par exemple. Donc ça, c'est intéressant, c'est important. Depuis la sortie du livre, j'ai eu plusieurs témoignages comme vous, d'observations d'engins en lien avec des sites nucléaires, effectivement. Ok. Alors effectivement, il y a, bon, il y a le MUFON, par exemple, le MUFON France.
il y a le GEPAN. Bon, le GEPAN est très critiqué. Moi-même, j'ai un regard critique sur le GEPAN, mais ça vaut le coup d'essayer de lui faire de leur écrire ou de leur. C'était il y a combien de temps? Allô? Oui, je suis revenu, vous m'entendez? Oui? C'était il y a, alors dans l'Essonne, c'était il y a au moins une dizaine d'années. Ouais, ça fait un peu C'était vieux en déjà. 2000, c'était en 2015 à peu près, ouais, je pense. Ouais. Alors, Mon ça, beau c'est garçon m'a dit. intéressant parce que je vous disais, hein, il y a eu une vague d'OVNI fin 2014, début 2015. C'était en début, milieu, fin d'année Alors c'est bien, c'est simple, c'était à la reprise du judo à la rentrée, c'était septembre ou octobre. Je me rappelle plus exactement. 2015. D'accord. Oui, Ok. ouais. Alors, on est un peu après cette vague, mais c'est intéressant en tout cas. Mais je me rappelle Ok. vraiment de ce gros truc là qui était, j'avais l'impression qu'il allait tomber parce qu'il Mhm. avançait tellement lentement et il s'est éloigné calmement et en dessous il y avait un truc rouge. J'ai rien vu d'autre et c'était aussi sombre que la nuit. Voilà, parce qu'il faisait déjà nuit noire. Mhm. C'était aussi sombre que la nuit. On l'a Alors, c'est vu, en fin de intéressant. compte, on l'a vu parce qu'on était dans un bouchon pour passer le passage à niveau. Sinon, j'aurais pas fait attention. Mhm. Et ce que disait Stéphane, ce côté très sombre, assez Mhm. Ouais. caractéristique de beaucoup d'objets de forme trapézoïdale ou triangulaire. Triangulaire. Triangulaire, oui, tout à fait. Donc, Parce ça, c'est qu'après, je l'ai vu, intéressant. Mhm. après, plus tard, quand on a essayé de le suivre, mais on l'a vite perdu, on a quand même vu un petit peu au-dessus des champs. Il s'éloignait, mais toujours tranquillement. On l'a vu de dos, enfin de derrière. Mais on voyait quoi? Une masse informe noire, avec toujours ce point rouge en dessous. C'est tout. Mais pas de lumière blanche, rien de ça, quoi. Ok. D'accord. Bon, en tout cas, c'est intéressant parce que si on trouve d'autres témoignages comme le vôtre, peut-être qu'on pourra étendre cette vague de fin 2014 un petit peu plus Ouais. long dans l'année 2015. Donc, merci de ce témoignage. N'hésitez pas à vous confier à un ufologue. Si vous voulez qu'on reste en contact pour que j'approfondisse votre histoire, ça m'intéresse aussi, hein, évidemment. Bah, Voilà, n'hésitez pas. on est en contact sur Facebook, tous les deux. Ah, bah très bien. Bah, écoutez, n'hésitez pas à Bah, m'écrire et puis je vous enverrai un petit mot ouais, en message très privé. bien. Ah, c'est Ça marche. superbe. Merci. Merci. Merci à vous. Bien, Alors, j'ai une petite demande particulière par rapport à nos essais nucléaires français. oui, Nous savons que dans les années 60, il y a eu un incident sur un essai nucléaire avec un dégazage radioactif, avec un panache de fumée qui est sorti et qui a contaminé, je crois, une partie du public, notamment il y avait un ministre. Et que lors de cet incident, il y a eu un survol d'un engin non identifié avec une vidéo. C'est en tout cas la grosse rumeur qui existait. Est-ce qu'on a des confirmations de cette rumeur sur cette vidéo? Et est-ce que il y a eu d'autres incidents et d'autres survols sur des essais nucléaires, aussi bien dans le Sahara que du côté de Mururoa? Alors, ce sont deux questions différentes. Dans le livre, on parle des essais nucléaires qui ont eu lieu dans le Sahara, justement, dans les années 60, avant qu'on déplace dans le Pacifique hein, les tests sur l'atoll de Mururoa, justement. Ça a commencé hein, début des années 60, enfin même fin des années 50. Hein. Il y a eu deux sites dans le Sahara. J'ai plus les noms en tête pour le coup, mais il y a eu deux sites et il y a eu des survols effectivement d'OVNI sur les sites où on lançait les fusées, les missiles à tête nucléaire. C'était dans le désert du Sahara hein, entre l'Algérie et le Maroc. Il y a eu effectivement sur l'un des sites, je crois que c'est en 61, un journaliste français dont là aussi le nom m'échappe, qui a filmé ou aurait pris des photos justement de l'un de ces engins. oui, Euh, il était poursuivi par un théodolite. voilà. Il faut pas mélanger, il faut pas mélanger. Je crois qu'il y a deux observations. Il y a une fusée, un essai de fusée. Il portait des noms de fleurs, je crois, à l'époque, ou de pierres. Donc, une fusée qui a été suivie au théodolite et qui a été photographiée. Et aussi par des gens sur place. Et puis il y a aussi un essai nucléaire qui a été effroyablement raté, c'est-à-dire qu'il était souterrain, mais malheureusement, soit c'était pas assez profond, soit il y avait une faille, et la radioactivité, au lieu de rester contenue dans le sol, est sortie comme un jet et a percé dans l'atmosphère et s'est répandue et a contaminé d'énormes étendues de Sahara, et notamment malheureusement des nomades et des gens.
les habitants, parce que le Sahara n'est pas entièrement vide, et bien sûr. Ouais. Les tribus Et nomades. en Polynésie, on a eu la même chose. On faisait claquer les bombes en perçant le corail, le calcaire des atolls, en descendant jusqu'à souvent toucher la partie volcanique qui est en dessous. Et une fois, ça a raté. Pareil, la radioactivité n'est pas restée contenue dans le sous-sol, mais elle est sortie dans l'atmosphère. Sans compter qu'il y avait bien sûr avant, on a fait claquer des bombes dans l'atmosphère. Alors là, Ah des oui. contaminations, il y en a eu en veux-tu, en voilà. Est-ce que justement, lors de ces essais, est-ce qu'on a eu des observations, justement, d'engins qui ont surveillé ces essais dans l'atmosphère? C'est une bonne question, mais je ne peux pas te répondre. Alors, pour rien vous cacher, c'est un sujet qu'on n'a pas traité dans ce livre. C'est un des sujets sur lesquels je souhaiterais effectivement aller plus loin aussi, mais il faut trouver des témoignages de personnes qui vivent sur les atolls du Pacifique, notamment autour de Mururoa, qui ont vu des observations d'ovnis consécutives aux explosions, voire peut-être même avant. Voilà, ça c'est dur à trouver, mais ça fait partie de mes pistes aussi. Je continue mon enquête sur ce sujet. Voilà, mais j'ai pas vraiment d'informations pour l'instant à vous donner, malheureusement. Mais on peut supposer qu'il y en a eu, hein, bien sûr. Voilà. Bon, Alors après, on peut aussi se dire que il y a de l'actualité, c'est-à-dire que les drones ont continué justement, puisque par exemple l'année dernière, en 2025, les 10 et 12 novembre, on a eu des drones qui ont survolé des sites sensibles, par exemple en France et en Belgique. Vous avez par exemple Bergerac en Dordogne. On a l'usine Eurenco qui produit des poudres et explosifs militaires, donc là c'est Céveso, qui a été survolé à 2 reprises, justement. On a eu un drone. Alors, selon le survol, selon Eurenco, c'était un drone du commerce classique, voilà. Sauf que effectivement, tout le monde n'est pas du même avis. Et puis surtout, le 13 novembre, on a une gare de triage ferroviaire qui était survolée alors qu'elle transportait un convoi de Charles Leclerc. Donc en fait, on a 2 moments comme ça sur novembre où on a de l'armement qui a été surveillé potentiellement par des drones, entre guillemets. Alors c'est difficile de dire de quoi il s'agissait exactement. Je rappelle juste que dans les années 60, 70, on a eu des observations d'OVNI aussi au-dessus de sites militaires, sans forcément qu'il y ait eu des engins nucléaires. On a eu aussi des industries qui étaient survolées. Donc voilà, potentiellement, il est possible que dans le cadre du matériel qu'on voulait envoyer en Ukraine, il y ait eu justement des survols pour voir peut-être le caractère, on va dire, de dangerosité de ce matériel. Alors, soit par une présence étrangère terrestre, soit effectivement par autre chose. Bon. Cela dit, on a une enquête qui a été confiée au commissariat de police de Mulhouse. Hein, voilà, et donc du coup, elle portait sur une infraction de survol volontaire par le pilote d'un aéronef d'une zone interdite, de maintien par le pilote d'un aéronef au-dessus d'une zone interdite et de télépilotage d'un aéronef de nuit. De nuit. Donc ça déjà c'est intéressant. Et en plus, l'appareil était dépourvu d'éclairage. Donc un drone qui vole de nuit sans éclairage, quand même curieux. Bon. Et comme nous dit le général Le Bouilh, la difficulté c'est d'être sûr de ce qu'on a vu. Et à propos des signalements de vol de ces engins à proximité de sites sensibles, il nous dit de nuit, j'ai vu un certain nombre de bases où des personnes voyaient des drones et qui correspondaient aux traces radar des avions de ligne qui passent à la verticale de la base. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a aussi des traces radar de ces drones, entre guillemets. Voilà. Et là où ça se complique, c'est que début octobre, donc de l'année dernière toujours, la base militaire de Mourmelon, donc dans la Marne, a été survolée par 3 drones simultanément, sachant qu'il y avait déjà eu un premier survol au mois de septembre 2025. Voilà, donc en fait, on a des bases militaires qui sont survolées par des drones sans que ça émeuve les militaires. Bon. Et en plus, on a eu des observations aussi au-dessus de l'aéroport de Munich. On sait qu'il y a eu de nombreux ovnis détectés au-dessus des aéroports. Voilà. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Berlin prévoyait de créer un centre de défense anti-drone à ce moment-là. Bon, donc une espèce d'ironie quelque part.
Est-ce que c'est réellement une puissance étrangère terrestre qui est partie détecter justement les faiblesses de ce centre de défense anti-drone, ou bien est-ce qu'on a, encore une fois, une intelligence étrangère qui essaye d'en savoir un petit peu plus, de tester nos limites et nous envoyer peut-être aussi des messages, comme on l'a vu tout à l'heure sur les cas de Brennilis, de Valensole, en anticipant l'installation de futures bases éventuelles sur ces endroits. Voilà, bases ou centrales nucléaires. Bon. Il y a plein de choses comme ça qui se passent, qui sont effectivement intrigantes. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur l'actualité de ces drones? Bon, il y en a eu d'autres. J'ai une petite remarque. Oui. J'ai une petite remarque, excusez-moi. Oui, allez-y. En fait, j'ai une petite remarque par rapport à un incident que Thierry Larquet, je crois, avait évoqué, le survol je crois, d'un sous-marin. Je ne sais pas si c'est sous-marin nucléaire ou le porte-avions à propulsion nucléaire. Il me semble. Alors, je voudrais pas dire de bêtises parce que je connais mal le cas, mais est-ce qu'il n'y a pas eu, comme on a des sous-marins nucléaires à porteurs d'engins, lanceurs d'engins nucléaires, et on a aussi notre porte-avions à propulsion nucléaire. Est-ce que ces engins-là n'ont pas été survolés par des objets? Ici, Thierry Larquet nous a des noms. Enfin, je laisse Stéphane parler. Non, mais effectivement, j'ai rien de plus que ce que tu as dit tout à l'heure. Hein. Thierry Larquet a beaucoup enquêté sur la zone de Brest, les sous-marins, effectivement, les survols. Oui, bien sûr qu'il se passe des choses à Brest, c'est évident, puisqu'il y a de l'armement Survol de nucléaire. l'île Longue. Exactement, voilà. J'en ai parlé brièvement au début. Voilà, je ne vais pas trop loin parce qu'effectivement, Thierry Larquet a abondamment communiqué sur le sujet. Il connaît bien la région, il a enquêté dessus. Donc voilà, donc il en parlera mieux que moi, c'est évident. Mais bien sûr, c'est un site qui est sensible. Hein. Je vous ai montré tout à l'heure la carte des différents sites un peu nucléaires en France. Bien sûr que la base de l'île Longue est extrêmement sensible et a eu beaucoup de survols, enfin beaucoup, il y a un certain nombre de survols d'OVNI, plus tard appelés drones, hein, utilisation pudique, si j'ose dire, pour ne pas parler d'OVNI, de PAN, du AP, enfin tout ce que vous voulez. Voilà. Donc oui, bien sûr, il se passe beaucoup de choses, c'est évident. Sur Revenu Paris, il y a une conférence de Thierry Larquet sur ce sujet. Voilà. Je vois rapidement les commentaires qui ont été diffusés pendant ce que je vous disais tout à l'heure, pendant ma conférence. Voilà, n'hésitez pas à parler des choses que vous avez échangées entre vous parce que voilà, je vois qu'il y a beaucoup d'informations qui passent. N'hésitez pas, je pense que je ne vais pas tout voir. J'ai une question. Oui. À propos des abductés, en fait, il n'y a jamais d'analyse permettant de savoir si oui ou non ce serait en fait une expérience de paralysie du sommeil. Parce qu'ils disent qu'ils se sentent paralysés, après ils voient un certain nombre de choses, et on n'analyse pas si oui ou non ça pourrait être de la paralysie du sommeil. Et juste pour info, moi j'avais rencontré quelqu'un qui avait dit avoir été abducté, se sentir paralysé, bon, et donc avoir vécu une abduction. Et il disait, bon, bah, ça ne peut pas être une paralysie du sommeil parce que les paralysies du sommeil, il n'y a pas d'hallucination. Bah, sauf que, évidemment, paralysie du sommeil, bien sûr qu'il y a des hallucinations, donc voilà, donc ça tenait pas debout. Et il n'y a pas d'analyse là-dessus, en tout cas. Qu'est-ce qui parle là? C'est Marc-André? Oui, ce qui est de main de levée. Ok. Alors, pour répondre, déjà, je ne suis pas médecin, donc je ne pourrais pas parler de tous les effets liés à la paralysie du sommeil. J'avoue que je ne maîtrise pas forcément le sujet. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que on peut exclure la paralysie du sommeil à partir du moment où il y a des témoins qui voient ce qui arrive à la personne qui est paralysée, qui est abductée, où il y a une observation d'êtres de petite taille qui est commune à d'autres personnes, où il y a des témoins extérieurs, où il y a des effets physiques, voilà, que sais-je encore, et puis surtout, où il y a des effets physiques sur le corps, les fameux scoop marks, hein, les marques sur le corps, où il y a implantation d'implants, où il y a des effets physiologiques le lendemain, lorsque la personne se réveille. Là, on va au-delà de la paralysie du sommeil. Hein. Bien sûr, si la personne est juste paralysée, on peut penser une paralysie du sommeil, c'est certain. Mais quand il y a d'autres effets derrière, ça va bien au-delà, bien évidemment. Donc, Il faut admettre que c'est le problème
d'abduction sont difficiles à résoudre et analyser. On n'a pas tous les ufologues ne sont pas d'accord sur le sujet. Moi, j'ai fait plusieurs conférences au OVNI Paris pour exposer le phénomène, bien que personnellement, je ne suis pas 100% persuadé, mais ça fait partie de l'ufologie, il faut en parler. Tout à fait. Messieurs, dames, D'autres questions? Non? bah, s'il n'y a plus d'autres questions, on va considérer que... J'ai une question. Ah bah voilà. Ah, très bien. Bonsoir Rémi. Est-ce que vous avez fait une étude au niveau des voies ferrées, sur le survol par les ovnis au niveau des voies ferrées, sur les trains qui transportent des matières radioactives? Ah, Ah, alors ça, c'est une excellent. question intéressante. Alors effectivement, je n'avais pas pensé à ça. Ce serait intéressant, encore faut-il trouver des C'est pas témoins. facile à faire parce que c'est classifié, hein, c'est secret Alors, défense. déjà, et puis encore faut-il trouver des témoins, parce que Mm, on ne sait pas forcément ce qu'il y a dans les trains, si les trains sont banalisés. mm, Donc pour trouver des témoins, ça va être extrêmement difficile. ouais. Olivier en parlait tout à l'heure, je crois, dans le Oui, chat. oui. Voilà, donc Mais il y oui, a, c'est une bonne idée, mais il y a des parcours très connus, notamment entre l'Allemagne et la France, pour traiter les déchets nucléaires ouais, de tout à l'Allemagne fait. jusqu'à La Ouais, Hague. Hein, ouais, et, tout à fait. C'est vrai. D'ailleurs, le Oui, c'est parcours est tellement essentiellement des connu déchets que nucléaires. Greenpeace l'a emprunté plusieurs fois aussi, d'ailleurs. Mm. Voilà. Mais oui, peut-être qu'il faudrait s'y intéresser à ces parcours entre la France et l'Allemagne, effectivement. Mm. Voilà une piste intéressante. Merci Philippe, merci Rémi pour Mm. ces hypothèses, ces pistes intéressantes à exploiter. Je voulais aussi vous demander, vous comptez faire un autre livre ou d'autres, je sais pas, d'autres publications sur les ovnis et le nucléaire, par exemple, Stéphane? Mhm. Alors, j'aimerais bien, pas tout de suite, parce que je pense que, enfin, je me suis attelé à autre chose pour l'instant. Je suis en Oui. train de terminer un autre manuscrit, mais qui ne concernera pas le nucléaire, ou alors vraiment tout petit peu. Mm. Non, non, je pars sur un autre sujet pour l'instant. J'y reviendrai peut-être si j'ai des éléments nouveaux, hein. Je vous dis, je continue d'enquêter sur des petites choses à droite à gauche, Mm. parce que je pense qu'on n'a pas tout dit. Mais oui, là, je pars sur d'autres directions. Je vais parler d'autres sujets. J'ai d'autres projets à venir, effectivement. Mais oui, puis si tout va bien, peut-être, enfin, c'est pas peut-être, c'est que j'espère sortir un nouvel ouvrage avant la fin d'année, bien sûr. Mais ce ne sera Mm. pas sur le sujet OVNI nucléaire. Oui. Voilà, mais je pense que je viendrai faire un petit tour sur OVNI Paris. Patrice Une bonne m'invitera, chose, Avec évidemment. très bonne plaisir. chose. Mhm. Merci. Ce sera bienvenu. Bon. Ben, messieurs, dames, ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux vidéos, la conférence proprement dite, et puis question-réponse. Je vais couper ça en deux, comme je fais assez souvent. Je vais mettre ça dans YouTube, dans un délai que j'espère le plus court possible, bien sûr, tout comme, euh, et puis je mettrai aussi, si ça a bien fonctionné, le compte-rendu automatique fait par, que je reprendrai peut-être un petit peu, fait par l'intelligence artificielle qui est maintenant intégrée à Zoom. Que dire d'autre? Voilà. Quand ça sera fait, la première partie, ça devrait aller assez vite hein, parce qu'on a été, il n'y a pas eu d'interruption. Donc je pense que ça pourrait être fait dimanche ou lundi ou plus tard. La deuxième partie, je vais être pas mal occupé la semaine prochaine, je sais pas. Mais je vais essayer bien sûr d'aller au plus vite. Ouais, on peut dire que dimanche soir, normalement, je mets la première partie de la conférence en ligne. Et la deuxième, ouais, mais on va dire mercredi, peut-être par là. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, je vous remercie tous. Vous avez été assez nombreux, vous vous connectez. Au moment, on était quasiment presque 40. Très bien. Et puis, bien sûr, je remercie notre conférencier qui a vraiment qui a beaucoup C'est travaillé par rapport. Il y avait beaucoup d'éléments nouveaux quand même hein, par rapport à la dernière fois, à la conférence de Didier. Voilà, donc j'essaie d'être complémentaire, effectivement. on a appris de nouvelles choses. Oui, plein de choses. et- Vous avez fait combien de livres, monsieur Royer? Vous avez fait C'était le combien de premier. livres? C'était le premier. J'espère sortir le deuxième avant la fin de l'année. Voilà. et je pense que ton livre et tes conférences auraient intéressé un ufologue
qui aurait eu 100 ans le 19, c'est-à-dire Jimmy Guilleux, il aurait été content Oui. de voir que le petit, le jeune Stéphane Royer qu'il a rencontré lors d'une conférence quand il avait une vingtaine d'années est devenu un conférencier affirmé Aguerri. et confirmé, Ouais, un c'est vrai. vrai loup ufologue. Un très bon Merci Philippe. conférencier. Très bon Merci de conférence. confirmer effectivement C'est toujours un plaisir. l'intérêt de Jimmy Guilleux pour ces sujets-là. Il en a beaucoup parlé aussi du sujet OVNI nucléaire et dès les années 50. Plateau d'avion. Eh ben, j'en ai parlé aussi, forcément. Et si tu étais présent à ce moment-là, j'ai fait un clin d'œil au centenaire de la naissance de Jimmy, bien sûr. Oui, Eh oui, oui. oui. T'es un peu Voilà. occupé avec quelqu'un. Ok, Bon. on en Eh reparlera. ben, messieurs, dames, je vais clôturer la réunion. Merci Patrice. Merci à tous. Stéphane. Merci à Merci. tous. Patrice. Et à la prochaine. À la Très prochaine. Merci, bientôt, Patrice. devant une coupe de champagne. Ah bah Ah oui. oui. Merci. Au revoir.